depuis tout à l'heure, on parle d'utilisation, par exemple, dans le cadre de la commission Bouchard-Taylor, on imaginait dans l'idéal des personnes qui se filment avec leur webcam et qui posent des questions à la commission à distance. On se dit, waouh, c'est idéal, c'est big, ça se fera jamais. Ça se fera jamais. Il se trouve que ça s'est déjà fait juste à côté, un peu plus au sud. Ça s'est fait dans le cadre des primaires américaines. C'est tout d'abord les démocrates, il me semble, qui ont commencé ça. Les démocrates et après les républicains. C'était à l'initiative de YouTube et de CNN. Comme à chaque fois pour les primaires, il y a un débat qui est organisé avec les différents candidats. Il y a les journalistes de CNN qui posent les questions très sérieuses, tout ça, et que les gens répondent. Comme à chaque fois, c'est un peu plate. Et donc, ce qu'ils ont décidé cette fois-ci, c'est d'aller un peu plus loin. Je voulais juste, oui, avant d'arriver à ça, c'est qu'au Québec, déjà, on a vu des débats télévisés où les citoyens posaient des questions, mais là, il y avait l'équipe de télévision qui se déplaçait, qui allait filmer les gens chez eux, etc. Là, ils ont dit... tous les Américains ont une question intelligente à poser parce que c'est leurs élections. Peut-être pas tous, mais... Non, au moins pour eux. Et quel est le moyen le plus simple de leur donner accès à ces candidats? C'est de poster une vidéo sur YouTube. Et ça a été un vrai succès puisque pour les démocrates, il y a eu 2000 vidéos qui ont été partagées, qui ont été mises sur YouTube. Pour les républicains, ça s'est fait un peu après, il y en a eu 3000. Les questions allaient un peu dans tous les sens. Ils n'ont évidemment pas retenu les 2000 questions. Mais ils les ont laissées sur le web. Oui, elles sont visibles de tous et les gens peuvent commenter sur chacune des vidéos. Mais ce qu'ils ont fait, comme pour la commission Bouchard-Taylor, ils ont fait une modération. Là, c'est pas des mémoires qui ont été envoyées, c'est des vidéos. Donc, ils ont modéré. Ils ont sélectionné 40 vidéos, donc 40 questions qui ont été posées en direct à l'occasion des primaires républicaines et démocrates. Et les candidats se sont prêtés au jeu et puis on s'est rendu compte que les questions étaient pas si bêtes que ça, peut-être plus polémiques que celles qu'aurait posé un journaliste. Par exemple, je me souviens, il y en a un Américain qui était en arme devant sa webcam et qui brandissait son arme et qui disait si vous interdissez les armes, est-ce que demain vous irez la chercher chez moi? Aucun journaliste aurait posé cette question et pourtant elle a été posée aux candidats et ils ont tous répondu, ils ont tous participé avec plus ou moins d'aisance. Mais pour dire que ça fonctionne, c'est pas compliqué, ça coûte pas cher. Je veux dire, maintenant, les ordinateurs sont quasiment tous fournis avec une webcam. YouTube, vous savez, je vous pose même pas la question, vous savez tout ce que c'est. Et vos enfants le savent sûrement, ça c'est clair. Il y a des statistiques qui disent que le nombre de personnes qui ont visionné des vidéos sur Internet au Québec a doublé en un an. En juin 2006, il était autour de 11%. En juin 2007, autour de 20%. C'est quoi? C'est du YouTube, du Dailymotion, du tête à claque aussi. C'est un peu de tout. Mais cette utilisation de la vidéo sur Internet existe. Donc, pourquoi pas l'utiliser? On vous a donné là des exemples de blogs ou d'hommes politiques. Mais quel est le rapport avec vous? C'est qu'ils s'adressent à la même cible qui est le citoyen. Bon, ils n'ont pas exactement le même message que vous, évidemment. Mais c'est la même cible, c'est le citoyen. Et on se rend compte que le citoyen, il a envie de rentrer dans cette conversation, que ce soit avec un homme politique ou avec ses institutions gouvernementales. Absolument. Ouais, en passant, en avril dernier, il y a YouTube qui a lancé CitizenTube, donc c'est un canal politique. Et ils disent a place where everyone from users to candidates has the same chance to be seen and heard. Let the best ideas win. Donc c'est ça, c'est la démocratie, le rêve américain à son meilleur. Mais il est fort probable que dans les années qui viennent, on va voir de plus en plus l'intervention du web d'abord comme moyen de rejoindre les gens au niveau des affaires publiques et la vidéo également. Ça c'est sûr que nous on est convaincus. En conclusion, toutes ces technologies Web 2, on se rend compte qu'elles sont là, elles sont utilisées par les citoyens qui sont votre cible pour la plupart. Et on se demande si je passe pas au Web 2, qu'est-ce qui se passe? Les autres,
iront à votre place ou l'utiliseront à votre place. C'est-à-dire que si vous lancez pas une conversation, une discussion, eh ben d'autres vont le faire, et puis pas forcément avec vos mots, pas forcément comme vous aimeriez. Vous aurez aucun contrôle dessus. On l'a vu là sur des groupes qui sont développés sur Facebook sur la baisse d'impôts ou sur plus d'alcool au volant ou des tas de choses comme ça. C'est des discussions qui partent. Vous avez aucune mainmise là-dessus. Il y a des choses fausses qui peuvent se dire également sur vos institutions. Si vous développez pas une conversation, si vous gérez pas tout ça, ça va se faire en dehors de vous et vous aurez perdu la mainmise dessus. Et on a un très bon exemple là-dessus. Oui, vous vous souvenez quand il y a au moment du démarrage du débat sur les accommodements raisonnables, il y a eu cette fameuse affaire d'un juge qui a autorisé les femmes musulmanes à aller voter voilées. Et puis, il y a un animateur d'une radio du matin qui a dit que là, il fallait faire un site web sur le truc, qui a lancé l'idée de faire un forum pour en discuter, tout ça. Ça a été fait dans la journée par un petit développeur, je ne sais pas où, qui a mis ça sur un serveur. Et dans la journée, il a eu 400 messages et 150 000 visites en une journée. Et là, du coup, il y a eu des réactions politiques. L'opposition avait annoncé avait dit que c'était pas bien, que c'était bon, il avait tapé sur le gouvernement Charette. Mais en fait, la vraie chose, je crois que c'est la réaction populaire qui a fait très très peur, parce que les gens ont dit, ils ont sorti un site jevotedéguisé.com. Puis là, tout le monde écrivait, moi je vais y aller en Tintin, moi je vais y aller habillé en Mickey, etc. Et là, je pense que le directeur général des élections a eu très peur de voir arriver les gens habillés comme à l'Halloween. Et donc, ça a montré l'urgence de traiter le problème. Alors là, c'est encore une fois, c'est fait par un blog. C'est parti d'une radio qui a lancé l'idée. Il y a quelqu'un qui l'a faite dans la journée. Il y a eu un mouvement de masse extraordinaire. Et une semaine plus tard, le gouvernement du Québec votait une loi qui invalidait la décision de justice. Alors, il y a un article de Péloquin qui explique toute cette histoire. Et toi, tu avais un autre exemple, on l'a pas mis ici. Mais... Oui, c'est un autre exemple. Là, c'est sur le vieux continent. On s'excuse, Patrice. Il y a eu un référendum en 2005, c'était pas pour l'indépendance de la France, mais il y avait eu un référendum sur le nouveau traité européen qui était présenté dans chacun des... C'était pas loin de l'indépendance de la France. Et qui était présenté dans chacun des pays en Europe, et ils devaient le valider pour qu'il y ait un nouveau traité européen. Et donc il y a eu une grande campagne de sensibilisation en France pour que les gens aillent voter. Oui, bien évidemment, puisque si le gouvernement le présentait, c'est qu'il souhaitait que ça passe. Donc ils ont investi des millions d'euros en spot télé, en site internet statique aussi, en affiches. Ils allaient même voir les gens sur le terrain et tout ça, en disant c'est ce qu'il vous faut, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Internet en 2005 était quand même très développé, les blogs aussi. Et il y a un petit instituteur qui a lancé un blog là-dessus, et qui s'intéressait. Il était très curieux. Il a pris le traité, il l'a analysé et il a mis sa réflexion sur Internet au fur et à mesure. Et puis les gens ont cherché de l'information un peu plus ouverte justement que les sites institutionnels qu'il y avait. Il y a une conversation qui s'est ouverte au sein de son blog. Il y a eu beaucoup de commentaires. Et puis il a préparé une sorte de mini-traité aussi. Et il y a énormément de connexions. Et lui, son résultat, c'est que c'était pas un bon traité et donc il fallait voter non. C'est pas qu'il était contre l'Europe, mais pour lui, c'était pas un bon traité. Et ça a eu énormément d'effets, parce que tout le monde en a parlé en France, tout le monde allait se connecter, les médias ont repris ça. On ne va pas dire que si le référendum, c'est le non qui est passé, c'est à cause de ce blog, mais c'est à cause de cet espace de discussion qui s'est ouvert sur Internet. Ça a permis d'ouvrir la porte. Voilà, ouais. Et qui a été complètement délaissé justement par les institutions publiques qui voyaient ça de haut, qui disaient c'est pas un spécialiste, nous on est spécialiste de l'Europe, on va vous apprendre ça. Puis il a fini par, c'est ça que tu me disais, c'est qu'il a fini par incarner dans les médias un petit peu le non finalement. Oui. C'est, son blog est devenu le symbole de la cristallisation de l'opposition des Français. Alors qu'il était totalement apolitique, c'est bon de le préciser. Donc ça vous montre le pouvoir d'un blog. Donc c'est ça qu'on disait, c'est que si vous n'allez pas au Web 2, le Web 2 tôt ou tard, vous allez le prendre en pleine face, puis il va falloir dealer avec pareil. Donc c'est ça le choix qu'on a aujourd'hui, puis qu'on soit au niveau gouvernemental, au niveau économique ou dans d'autres domaines.